Bien. Je veux tout d'abord vous remercier de m'avoir à nouveau invité à participer à vos travaux. Vous avez la faiblesse de considérer que je suis un spécialiste des questions de responsabilité en matière de drone. En réalité, j'essaye de contribuer modestement à la réflexion. Je vous avais indiqué dans le passé que la problématique juridique s'inscrit dans la typologie des engins, mais aussi dans l'endroit où ils sont utilisés. Et la réglementation va fondamentalement changer en fonction du type d'engin, en fonction des missions qui leur sont confiées, en fonction de l'endroit où on va les utiliser. La réglementation des drones marins et sous-marins n'est pas la même, d'autant que le sous-marin est difficilement asservi. La réglementation aérienne est multiple et variée. On nous l'a rappelé là tout à l'heure abondamment, et du côté de la police et du côté de la sécurité civile. Il y a en matière aérienne des textes multiples et ça illustre le propos que je voulais tenir quant à l'endroit où on utilise le drone, car dans l'espace aérien international, la circulation des drones est réglementée par les annexes de la Convention de Chicago. Il y a une réglementation européenne et il y a des textes nationaux qui, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, et je m'inscris en faux, sont extrêmement divers et variés et ne se ressemblent que très peu. La réglementation américaine en matière de drones ou la réglementation australienne en matière de drones aériens est totalement différente de celle de la plupart des pays d'Europe, et la réglementation de la circulation des drones maritimes devant Israël répond à des préoccupations que vous imaginez. Ceci fait la transition avec le type de drone. Il n'y a rien de commun entre le drone que vous qualifiez, colonel, à juste titre de jouet que l'on peut utiliser chez soi ou à l'extérieur et qui change de catégorie, c'est vrai, mais il y a aussi le drone qui prend la forme d'un Boeing 777 qui fait une liaison entre la base d'Edwards et l'Australie en drone, et on a des problèmes qui sont de nature différente. Le drone maritime israélien prend la figure d'une vedette qui, en général, se tient dans une dimension entre 17 et 26 mètres et qui est lourdement armée. Par conséquent, nous avons là des engins très différents et il est évident que la réglementation va tenir compte de la multiplicité de ces engins. Les missions sont évidemment très différentes. Alors vous avez évoqué des missions de sécurité civile, on a évoqué des missions de police, on aurait pu abondamment réévoquer les missions militaires, voire des missions à caractère purement civil, telles que certaines surveillances à caractère purement civil destinées aux eaux et forêts, c'est le cas en Australie. Un autre problème va être le niveau de certification ou de classification des drones. Et ceci est très important pour les drones que le colonel ou le commandant évoquait, c'est-à-dire des engins qui sont susceptibles de survoler des populations ou des zones habitées et qui par conséquent doivent répondre à des normes assez strictes. Puis évidemment, la réglementation va considérablement changer en fonction du niveau d'autonomie, c'est-à-dire quel est le niveau d'asservissement de l'engin. Il peut être complètement relié, asservi, il peut ne l'être pas du tout. Et les spécialistes des drones ont établi une échelle de niveau d'autonomie qui sert de référence à des projets complémentaires de réglementation, et je vais y venir. Ce concept d'asservissement est fondamental pour l'évolution de la réglementation future, et les deux interlocuteurs, indirectement, ont fait largement écho à cette problématique. Alors, ils ont, l'un et l'autre, reflété une chose que j'avais évoquée parmi vous l'année dernière, c'est le stress de l'opérateur. J'ai senti, chez l'un comme chez l'autre, une réelle appréhension dans la mise en œuvre d'engins nouveaux, susceptibles de causer des dégâts, des blessures, voire pire, alors à des gens qui ne méritent pas forcément toutes les protections, mais à certains qui sont parfaitement tiers par rapport aux événements que l'on est chargé de combattre. Il faut donc que la réglementation fasse la part des uns et des autres, et si le commandant
du RAID était là, je lui dirais, alors qu'il posait la question, que faire, quelle est la frontière? La frontière, c'est celle que les juristes doivent donner, et les juristes doivent être opérationnels, et il n'y a de vrai que la réponse juridique qui est celle qu'une société se donne à elle-même pour règle. Alors, il y a énormément de régimes de responsabilité dans l'usage des drones. Non pas que ces responsabilités aboutissent à des conséquences tellement différentes, mais parce que le produit de l'histoire fait qu'il y a, à raison des activités multiples, des régimes de responsabilité différents. Le régime des dommages de guerre n'est pas celui des manœuvres ou des essais, celui des matières explosives n'est pas celui du déminage, qui répond à un régime particulier, et le régime des accidents de circulation et le drone terrestre est un véhicule, et ce véhicule répond à la compétence judiciaire, non plus à la responsabilité administrative de droit commun, mais à la compétence du juge judiciaire et aux règles du droit judiciaire concernant la circulation des véhicules, y inclut la responsabilité du fait des choses. Alors on nous a expliqué que ces drones aériens, terrestres, vidéo, le robot de protection me paraît plus, qu'on nous a présenté, me paraît plus un véhicule qu'un robot, parce qu'il est totalement asservi et qu'il était manifestement piloté par ses opérateurs. Et on nous a expliqué qu'il y avait des limites à la réglementation. Alors, vous m'avez demandé d'aller vite pour donner la chance à la salle de s'exprimer largement. Je vais essayer de le faire. On nous a expliqué qu'il y avait une première limite qui était une conception peut-être étroite. J'ai même senti parfois une interrogation, je n'allais pas dire des regrets, mais au moins une interrogation, une interpellation dans la bouche du commandant du RAID, le commandant Béranger, et je voudrais à ce sujet le rassurer totalement. Le concept français de légitime défense, qui n'est d'ailleurs pas très différent du concept international, et la légitime défense est connue dans tous les pays dont la civilisation leur donne la qualification d'état de droit, dans tous les pays, la légitime défense existe. Et elle doit répondre à des critères précis. Il doit y avoir une proportionnalité entre la réponse de celui qui est chargé de faire face à un acte de violence ou d'atteinte, et il doit y avoir une concomitance entre la réponse et l'atteinte aux personnes ou aux biens. Est-ce que concomitance est synonyme de simultanéité? La réponse est non. Et lorsque j'entendais le commandant Béranger, je me disais qu'il y avait là une certaine confusion entre la simultanéité, il nous disait, est-ce que je dois attendre que le malfaiteur doit appuyer sur le bouton avant de lancer vers lui le drone qui va le neutraliser? La réponse est évidemment non. Et je vais la compléter tout à l'heure. Il suffit qu'il y ait une concomitance et que la réponse soit proportionnelle. Ce qui veut dire que l'individu qui est menaçant et qui a à proximité de lui tout ce qu'il faut pour provoquer une explosion susceptible de provoquer une perte considérable de vie humaine peut être neutralisé sans attendre qu'il ait manifesté une intention immédiate et urgente d'appuyer sur le bouton. C'est une mauvaise réponse. Il faut qu'il y ait une concomitance et il faut que la réponse soit mesurée. Si on prend le risque de détruire une vie humaine pour une défense d'un véhicule automobile, ceci est évidemment excessif. Si l'on prend le risque de détruire une vie humaine pour en protéger de nombreuses autres, la réponse est à l'évidence mesurée.
On nous a expliqué ensuite que la réglementation aérienne était un obstacle considérable. Puis-je vous faire observer qu'il y a, une convention internationale, comme je le disais tout à l'heure, 2, une réglementation européenne. Cette réglementation européenne a fixé pour impératif aux États d'introduire dans leur législation nationale, c'est le règlement européen du 15 juillet 2002, des règles pour fixer l'usage des drones. Il s'agit à l'évidence de répondre à une préoccupation première qui est celle de rendre compatible l'usage des drones avec les impératifs de sécurité de la circulation civile. Il ne faut pas que se reproduise ce qui s'est produit déjà à plusieurs reprises, un avion ayant à bord 300 passagers et qui rencontre sur sa course un drone. C'est ça la préoccupation première. Cette préoccupation première peut être satisfaite par des règlements appropriés. Est-ce que le règlement actuel, qui, sauf erreur de ma part, est l'arrêté qui a été codifié d'ailleurs pour partie dans le Code des transports, 25 août 1986, est-ce que cet arrêté est suffisant? La réponse est définitivement non. La première critique que l'on peut faire, ce n'est pas d'ordre technique, elle est d'ordre juridique. Le texte tel qu'il est bien pauvre et bien modeste pour répondre aux exigences du règlement européen. Il faut donc que notre pays et d'autres se mettent en conformité avec les européennes et élaborent un texte sûrement plus complet permettant de fixer le cadre général de la circulation des drones et des conditions de leur emploi. Ceci pose à l'évidence une série de problèmes. Problèmes de compatibilité dans l'espace aérien et surtout problèmes de certification et problèmes de classification. Or, nous sommes, avec certains drones, des drones de forte dimension, avec des engins qui sont classifiés, certifiés, avec les drones de service, de surveillance ou de reconnaissance. On est face à des engins qui sont relativement nouveaux, qui n'ont évidemment pas beaucoup intéressé la grande industrie parce que ce sont des engins plutôt modestes et que l'on s'est intéressé à des choses qui avaient, semble-t-il, davantage d'intérêt dans de grands espaces. Mais on est maintenant au pied du mur. Il faut effectivement arriver à procéder à un examen de ces engins et de leur domaine de vol, qui soit, mais pour un aéronef, on contrôle le domaine de vol et avant de le certifier, et il y a une réglementation extrêmement précise, et au fond, il y a aussi une réglementation sur les satellites qui n'est jamais qu'un drone sur orbite. Et au fond, je vous laisse méditer, il y a peut-être là des pistes de recherche et de direction qui sont sûrement intéressantes. Alors, en matière aérienne, qu'il y ait encore à faire du côté de la législation, peut-être pas, du côté de la réglementation, sûrement. C'est une question purement réglementaire, me semble-t-il, et la réglementation ne doit pas être un obstacle à ce que l'on puisse utiliser dans l'intérêt du bien commun ces engins. Il y a un principe constitutionnel de précaution. Il y a deux façons d'entendre le mot précaution. Soit on considère que la précaution implique comme réponse, lorsqu'il y a un doute, de ne rien faire, ce qui n'est sûrement pas une bonne conception de la précaution, soit on considère que le principe de précaution exige des opérateurs une diligence raisonnable pour faire face à un risque avéré. Et là, il y a un débat. Mais le débat, me semble-t-il, est tranché tant en Europe qu'en France, et les principes ne limitent pas la recherche. Il suffit qu'il y ait une sage appréhension de ces essais et de cette recherche. Reste
que l'on me dit « Ah, mais vous avez la protection de la vie privée, vous avez le code pénal qui réprime les blessures involontaires, vous avez tout cela. » Oui, et heureusement. Heureusement, parce que, comme le commandant Dured nous l'a dit, nous sommes dans un état de droit, il faut y demeurer, c'est une sage précaution que celle-là, et si le principe constitutionnel de précaution doit avoir un sens, c'est bien celui de la précaution de préserver l'état de droit. Alors, deux choses quand même à dire. Tout délit, tout crime, tout délit en France suppose, et cela est d'autant plus vrai depuis la réforme du Code pénal, suppose trois éléments, l'élément matériel, l'élément légal et l'élément intentionnel. À qui pourra-t-on soutenir que le fonctionnaire de police qui va utiliser cette boule qui est équipée d'un système de vidéo-reconnaissance aurait une intention délictuelle en lançant sa boule derrière le mur qui lui permettra de prévenir une action terroriste? À personne. Il n'y a aucun juge en France qui trouvera une intention délictuelle dans le fait que le fonctionnaire de police agit dans ces circonstances avec les moyens qui sont à sa disposition. Par contre, si la même boule, il la met dans le quartier de campagne de tel ou tel de nos nombreux candidats à la présidentielle, les choses changent. On peut considérer que là, l'intention est très différente et qu'elle est d'une nature coupable. Enfin, en dernier lieu, avant de remercier le colonel Allard et le commandant Béranger pour l'excellence de leur intervention, je voudrais dire une chose qui me paraît importante. C'est que dans tous les États de droit, il y a non seulement le principe de légitime défense, mais il y a aussi un texte qui prévoit l'état de nécessité. Et il n'y a ni crime ni délit lorsque l'autorité légitime vous a ordonné, dans l'intérêt supérieur d'un service, telle ou telle action. Il n'y a ni crime ni délit lorsque les circonstances vous ont placé dans la nécessité de commettre telle ou telle infraction formelle. C'est une variante du problème intentionnel. Eh bien, tout ceci devrait vous rassurer. Utilisez les drones, continuez la recherche, faites des essais, je vous assure, ne vous stressez pas, le risque est quasi inexistant.